être vétérinaire aujourd'hui. Alors, je vais tout particulièrement m'adresser au vétérinaire docteur David Moussin. Et je vais d'abord le présenter, à moins que vous vouliez d'abord vous présenter vous-même, mais je vais le faire. Donc, vous avez été diplômé à l'école vétérinaire d'Alfort en 1997. Vous avez poursuivi votre cursus en vous spécialisant en médecine interne et en assurant une activité d'encadrement auprès des étudiants. J'ai ensuite, vous avez ensuite exercé en activité libérale pendant quelques années en région parisienne, puis en région bordelaise. En 2014, vous décidez de revenir à une activité exclusive en médecine interne et en imagerie médicale, en intégrant une clinique vétérinaire de référé dans l'est de la France, à Nancy. Aujourd'hui, vous dirigez le service de médecine interne et d'imagerie, et votre activité est exclusivement la prise en charge des cas référés par vos confrères de la région, bien sûr. Donc, je vais vous laisser la parole sur le colloque, justement, soigner un animal, soigner l'humanité, être vétérinaire aujourd'hui. Merci, bonjour. Alors moi je vais changer un petit peu, je vais remercier Samuel Mayol de m'avoir invité, une vieille connaissance. Alors quand il m'a invité, qu'il m'a donné le programme, je ne savais pas trop si j'allais pouvoir apporter des éléments intéressants pour ce colloque. Donc j'ai réfléchi un petit peu et donc j'ai décidé de vous présenter à travers mon activité qui est assez spécifique, mais qui représente, je pense, l'avenir de la profession vétérinaire, pour certains aspects de la profession, et je vais essayer de mettre en évidence les problèmes de cette spécialisation de la profession par rapport à l'éthique et aussi par rapport à la place de l'animal dans la société et dans les foyers. Alors, mon activité est exclusivement les carnivores domestiques, donc je vais me réserver sur cette activité-là, en sachant que les animaux de rente et d'élevage, voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais je ne pratique pas du tout et je ne suis pas apte à en parler. Voilà, donc mon activité, moi, est exclusivement réservée à la pratique de la médecine interne et de l'imagerie médicale. Et je travaille quasiment que avec les vétérinaires. C'est-à-dire que ce sont les vétérinaires qui m'envoient leurs clients ou leurs patients, comme vous voulez, pour que je les prenne en charge, soit pour faire des examens complémentaires, soit pour les aider à s'en sortir sur des cas dont ils n'arrivent pas à gérer, principalement. Donc je travaille dans une grosse structure à côté de Nancy, équivalent de ce que vous pouvez trouver sur Paris, la région parisienne. Alors, ma présentation va surtout vous présenter un petit peu les plateaux techniques que vous pouvez trouver maintenant dans le monde vétérinaire. Tout ça, effectivement, a un objectif tout au long de la présentation. Je vais dire quelques mots sur la spécialisation, qui est une tendance actuelle de notre profession, et on va en dire quelques mots par rapport aux conséquences que cela peut avoir. Je vais parler un tout petit peu du traitement, en vous montrant qu'on va vers une humanisation des traitements. Alors, ce terme d'humanisation est utilisé dans le terme de, finalement, ce qu'on va voir, c'est que les vétérinaires cherchent à faire exactement pareil que ce qui se fait en médecine humaine. On va de plus en plus vers ça. Ça a des avantages, surtout pour les animaux, mais ça pose aussi beaucoup de problèmes d'éthique. Voilà, et donc je terminerai là-dessus, justement. Si j'ai le temps, je ferai juste un tout petit mot sur un mot sur les réseaux sociaux, parce qu'on est beaucoup confronté à ça. Bon, je trouve que c'est aussi intéressant d'en parler. On parle de moralisation, quelques petites choses à dire là-dessus. D'accord ? Alors, au niveau des plateaux techniques, juste des images, je crois que je vous mets des images pour illustrer mes propos. Bon, ben maintenant, de plus en plus, si vous avez des animaux, vous allez chez le vétérinaire, vous voyez que maintenant, les vétérinaires s'équipent de plus en plus. La radiologie est devenue
un appareil qui occupe un grand nombre de cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires. L'échographie devient aussi un outil de plus en plus utilisé. Et je ne parle pas non plus des laboratoires d'analyse médicaux, maintenant d'analyse médicale qui se trouvent dans toutes les structures. Donc grosso modo, plus les années avancent et plus les vétérinaires sont équipés et plus nos animaux ont le droit à des examens sophistiqués sur place et de façon très rapide. Mais maintenant, on va de plus en plus loin puisque les structures s'équipent de plus en plus maintenant d'appareils d'imagerie sophistiqués. Le scanner, c'est mon joujou, hein, je joue avec ça à longueur de journée, avec des appareils qui sont soit des appareils d'humaines reconditionnés, ou soit des appareils spécifiquement vétérinaires, comme celui-ci, qui est la dernière génération de General Electric, par exemple, qui nous permet d'explorer de plus en plus de pathologies et surtout qui donne la possibilité aux vétérinaires d'approfondir son diagnostic et de mettre en évidence des pathologies qu'on ne mettait pas en évidence il y a quelques années. C'est-à-dire que cela illustre qu'on apporte maintenant dans le soin des animaux les technologies que l'on retrouve en humaine. Alors, on n'arrive pas encore complètement à obtenir des examens aussi poussés qu'en humaine, mais la tendance va vers cela. De plus en plus maintenant, le plateau technique s'enrichit. Voilà le dernier joujou de la structure. Donc, on fait de l'imagerie par résonance magnétique, donc les IRM, avec des appareils tels que celui-ci, qui est un appareil spécifiquement vétérinaire. Donc, ça, c'est une société italienne. Donc maintenant, vous avez carrément des IRM qui sont destinés au monde vétérinaire et qui sont fabriqués pour les carnivores domestiques. Ce ne sont plus des appareils d'humains qu'on utilise. Alors, l'IRM, c'est un petit chat. L'IRM est un examen qui nous permet d'approfondir énormément nos diagnostics. Il a aussi beaucoup d'inconvénients. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils disent « je veux un IRM pour mon chien », ce que cela représente. Ça représente des anesthésies qui sont très longues, puisque ce sont des appareils d'IRM qui ne sont pas aussi sophistiqués que les derniers appareils en humaine, c'est-à-dire il y a deux types d'IRM, les bas champs, les hauts champs, je ne rentre pas dans les détails. En vétérinaire, on a des bas champs, tels que celui-ci, qui, pour un encéphale de chat comme des nets que vous voyez là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, c'est 3/4 d'heure à 1 heure d'examen sous anesthésie générale. Maintenant, vous avez aussi des IRM de haut champ qui vous permettent de faire des examens en 10 minutes, 15 minutes. Il faut juste savoir que ces appareils coûtent très très cher, que c'est absolument pas rentable, je reviendrai tout à l'heure, l'intérêt étant ailleurs, évidemment. Voilà. Donc pour l'instant, les IRM restent encore très réservés à un certain nombre de structures, mais bon, on voit que de plus en plus, les vétérinaires cherchent à acquérir ce genre de technique. Alors, la chirurgie, c'est pas mon domaine, donc ça fait longtemps que je n'opère plus, je vais passer rapidement, mais tout comme en médecine et en imagerie médicale, les techniques chirurgicales sont de plus en plus pointues. Ici, vous avez un bloc opératoire d'orthopédie. On offre maintenant à nos animaux des technologies qui sont dignes des blocs opératoires d'humaines, d'un petit hôpital de province, sans que ce soit péjoratif, où on a maintenant autant d'appareils électroniques et d'ordinateurs que d'instruments. Un domaine où la technologie chirurgicale et médicale est aussi énormément high-tech, c'est l'ophtalmologie, puisque là vous voyez un bloc opératoire, et sans vouloir dire, je pense que c'est un des blocs opératoires les plus modernes actuellement dans le monde vétérinaire, en ophtalmologie, qui vous permet d'opérer des cornées, de faire des greffes, d'opérer des cataractes, voilà, donc d'offrir quasiment à l'animal tout ce qui se fait actuellement en ophtalmologie humaine, laser, décollement de rétine. J'ai un confrère qui est passionné par ça, qui a pu en tout cas équiper son bloc opératoire avec les appareils dernier cri.
Et puis, il y a ce que je ne vous montre pas, parce que je n'ai pas eu de photos. Actuellement, effectivement, vous pouvez trouver des centres d'hémodialyse vétérinaires. Hein, il y en a au moins 2 en France. Et des centres de cancérologie dédiés à la cancérologie, où vous pouvez avoir aussi des appareils de radiothérapie. Alors, il y en a un très connu en région parisienne, j'ai visité, c'est assez impressionnant même pour moi. Et vous pouvez aussi avoir des systèmes de scintigraphie. J'ai sûrement oublié beaucoup de choses. Le but de tout ça étant de vous montrer que maintenant, on offre à nos carnivores domestiques quasiment des technologies qui sont dignes de ce qu'on peut vous proposer en humaine. On va vraiment très très loin dans les soins qu'on peut apporter à nos carnivores domestiques. Une autre tendance de notre profession, c'est d'aller vers la spécialisation. Donc c'est toujours essayer de, finalement, ce qu'on essaie, c'est, on copie l'humaine, quoi. Hein, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout ce qui est fait en humaine, c'est un peu ce que le vétérinaire voudrait faire dans son activité quotidienne. Donc là, je pose volontairement la question, est-ce que c'est une évolution? Je vous laisserai juge. C'est quoi la spécialisation? Ça consiste à avoir des vétérinaires qui vont, après leurs études, passer un minimum de 3 années, souvent c'est plus, dans une matière déterminée, donc l'ophtalmologie, la cardiologie, la chirurgie, l'imagerie médicale, la médecine interne, voilà, il y en a plein, il y a toute une liste, et qui ne vont faire que cette matière, que cette spécialisation, et donc ils vont acquérir dans cette spécialisation une compétence reconnue. Actuellement, deux voies d'accès à ça, soit ce sont des diplômes européens, qu'on appelle les collèges européens, soit ce sont un diplôme spécifiquement français qu'on appelle le DESD. Seuls les vétérinaires ayant obtenu l'un de ces 2 diplômes peuvent se prévaloir du titre de spécialiste. D'accord ? Par exemple, moi qui ne suis pas diplômé ni d'un collège ni de l'ESV, je ne peux pas, même si je n'exerce que la médecine interne et que l'imagerie de façon exclusive, je ne peux pas me prévaloir du titre de spécialiste. L'objectif affiché de cette spécialisation, c'est de faire des médecins des praticiens, qui sont très spécialisés dans leur domaine, c'est-à-dire qui maîtrisent parfaitement leur domaine médical, qui offrent donc aux propriétaires et aux animaux les compétences et les moyens thérapeutiques les plus adaptés et surtout les plus modernes pour l'animal. Donc, quand vous allez voir un spécialiste vétérinaire, vous savez théoriquement que le praticien maîtrise parfaitement les pathologies pour lesquelles vous allez consulter. Il faut savoir que cette spécialisation n'est pas forcément bien vue par la profession, en tout cas par certains confrères, puisque, un peu comme en humaine, puisque vous avez des vétérinaires qui sont spécialistes, eh bien, la crainte de pas mal de confrères, c'est qu'ils empêchent les autres vétérinaires d'exercer les domaines pour lesquels il existe des spécialistes. Je m'explique. Vous avez un chien qui a une cataracte, cette cataracte doit être opérée par un spécialiste. Un vétérinaire non spécialiste qui serait tout à fait capable d'opérer une cataracte, il pourrait craindre qu'un jour on lui interdise de le faire parce qu'il n'a pas le titre de spécialiste. Idem en chirurgie, orthopédique par exemple, ou neurochirurgie, les vétérinaires non spécialistes pourraient à terme se voir interdire de faire des actes chirurgicaux puisqu'ils ne sont pas spécialistes. Bon, c'est une crainte, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui se fera ou pas, mais en tout cas c'est une crainte de certains confrères. Conséquence pour les propriétaires et pour les animaux surtout, c'est que maintenant vous pouvez effectivement offrir à vos animaux des consultations auprès de gens qui sont tout à fait compétents dans le domaine concerné par la pathologie de votre animal, que vous avez effectivement, lorsque votre animal présente un problème orthopédique par exemple bien déterminé, ou neurologique, par exemple une hernie discale, on en parlait tout à l'heure, vous avez des vétérinaires qui sont tout à fait compétents pour prendre en charge cette pathologie et la soigner dans les meilleures conditions. Conséquence pour nos animaux et pour le portefeuille de leurs propriétaires, c'est qu'il faut bien comprendre que les vétérinaires qui ont fait des spécialisations ont sacrifié beaucoup d'années pour cela et ils font payer assez cher leurs compétences.
Les traitements, de plus en plus maintenant, on a un arsenal thérapeutique et un accès aux molécules qui est de plus en plus large. Et là, si on revient un petit peu au terme de la journée, vous pouvez avoir maintenant une gestion de la douleur avec un accès aux meilleures molécules pour gérer la douleur. Donc la profession s'est énormément remise en question de ce côté-là, et vous avez quasiment toutes les molécules antidouleurs et tous les protocoles antidouleurs applicables à l'humain qui peuvent être appliqués aux animaux. Encore, là je viens de lire il y a 2 jours un article en disant qu'effectivement de nouvelles molécules vont encore sortir. On prenait les molécules d'humaines, là il y a des laboratoires qui vont les sortir avec des formes vétérinaires. La cancérologie est un domaine qui se développe énormément. On a une demande de plus en plus forte avec énormément de protocoles qui se sont faits en expérimentation. La demande étant de plus en plus forte, des laboratoires s'y intéressent et essaient de développer de nouvelles molécules, ou en tout cas d'appliquer, de transposer des molécules humaines à l'utilisation vétérinaire. Mais c'est aussi dans ce domaine où on trouve de plus en plus de demandes concernant les médecines alternatives ou complémentaires qui ont un certain intérêt en cancérologie. De plus en plus, le traitement, les diagnostics étant précis, on met en évidence des pathologies chroniques qui nécessitent des traitements de très long terme sur nos animaux. Là encore, les laboratoires ont sorti des médicaments permettant de prendre en charge ces pathologies chroniques. Et il faut savoir que, en tout cas, on n'a pas à rougir en médecine vétérinaire par rapport à la médecine humaine des différents protocoles et différentes molécules qu'on peut utiliser. En chirurgie, c'est un domaine dans lequel les traitements évoluent, les techniques chirurgicales évoluent énormément, avec de nouvelles techniques. Beaucoup de choses sont copiées évidemment d'humaines, retranscrites en vétérinaire. Là, vous avez des vétérinaires passionnés par la chirurgie qui essaient de laisser leur nom dans le monde vétérinaire, et donc ils sont tout à fait motivés pour essayer de trouver de nouvelles techniques chirurgicales. Alors, quelques mots sur l'éthique, parce que je pense que c'est intéressant. Vous avez vu que de plus en plus, nous allons vers des techniques d'imagerie, des techniques de diagnostic de plus en plus sophistiquées. On offre à nos animaux quasiment une médecine, une chirurgie, des moyens diagnostiques que l'on trouve en humaine. C'est une volonté, de toute façon, du monde vétérinaire qui trouve sa motivation effectivement dans le fait de soigner les animaux, il ne faut quand même pas l'oublier, mais aussi trouve une certaine émulation intellectuelle à essayer de proposer et d'utiliser des moyens qu'on trouve en médecine humaine. Alors il y a des vétérinaires qui ne sont pas toujours très d'accord avec cette évolution de la profession. Il n'est pas rare de voir des vétérinaires trouver que tout cela est un petit peu exagéré. Le meilleur exemple étant la cancérologie. Ça occupe une grande partie de mon activité. Et donc c'est vrai que vous avez encore beaucoup de vétérinaires qui trouvent ça une espèce de blocage pour proposer la chimiothérapie à nos animaux, aux carnivores domestiques en particulier. On a aussi des propriétaires. Il ne faut pas penser que ce problème se pose que vis-à-vis de notre profession. Vous avez aussi beaucoup de propriétaires. Alors, le discours est toujours un petit peu particulier. Beaucoup de propriétaires qui lorsqu'ils voient tout ce qu'on fait pour les animaux, trouvent ça exagéré. Opérer une cataracte sur un chien, ils trouvent ça disproportionné. Bon. Il y a des propriétaires qui sont un petit peu, qui trouvent qu'on va trop loin dans l'offre de soins aux animaux. Petite remarque qui m'est tout à fait personnelle, ces mêmes propriétaires, lorsque ça concerne leurs animaux, souvent changent d'avis. Face au grand public également, pourquoi ? Par exemple, moi, il peut m'arriver de recevoir un animal en consultation à 14h, à 15h il est dans l'IRM, à 15h45 ou à 16h je lui fais sa ponction de LCR, à 18h j'appelle le propriétaire pour lui donner un diagnostic. Je pense que vous avez été tous confrontés avec des proches ou avec vous-même qu'en humaine, des fois, c'est pas aussi rapide. Donc,
Ça se paie, ça coûte très cher, je vais y revenir, mais effectivement, on a accès à des examens qui, quelquefois, certains de nos compatriotes en France n'ont pas accès aussi rapidement à ces mêmes examens. Ça peut choquer effectivement le grand public d'offrir à nos animaux ce genre de service aussi rapidement. Ils sont très étonnés, hein. C'est très très souvent que lorsque je fais les examens dans la foulée de la consultation, les gens ne reviennent pas alors que moi, je le vis actuellement avec ma maman. Il faut attendre des fois des semaines avant d'avoir des examens. Même de voir un spécialiste, des fois, ça prend plusieurs semaines. L'hémodialyse aussi, hein, par exemple. Bon, même si c'est très très peu utilisé, enfin très peu pratiqué encore en France, en humaine, l'hémodialyse, c'est pas si facile que ça. C'est pas un soin d'accès facile. Quand on voit que ça existe pour les animaux, qu'il y a des appareils qui ont été donnés ou achetés par des structures vétérinaires. Le public, des fois, peut trouver qu'on va trop loin dans le soin de nos animaux. Ça concerne donc évidemment la cancérologie et la chimiothérapie. Il faut savoir que je pense que c'est un des aspects de la médecine vétérinaire, en tout cas de la médecine interne, qui évolue le plus. On a une demande de prise en charge de cancer qui est vraiment excessivement importante, avec des gens qui sont demandeurs à ce qu'on offre le meilleur traitement possible pour leurs animaux et dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est tout un discours qu'on a avec les gens, mais voilà, c'est quelque chose qui peut poser problème. Je vous disais juste avant, même au sein de notre profession, j'ai encore beaucoup de confrères qui ne le font pas, et je peux recevoir en consultation des gens qui viennent en second avis parce que leur vétérinaire ne leur a pas proposé d'avoir accès à ça. La transfusion sanguine, alors juste un petit mot là-dessus, parce que pour préparer ça, j'ai lu un peu les forums, ça m'intéresse toujours un petit peu de voir ce qui est dit. Donc la transfusion sanguine, c'est comme en humaine, ça sauve des vies, hein, donc on en fait, et des fois on les fait malheureusement et ça ne sauve pas des vies, mais heureusement on le fait et ça sauve des vies. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a les mêmes problématiques qu'en humaine, c'est que pour faire des transfusions sanguines, il faut des donneurs. D'accord ? Et là, on peut avoir des problèmes d'éthique, on peut se poser beaucoup de questions. Alors, nous, on travaille tout simplement avec des propriétaires qui nous laissent leurs coordonnées sur des animaux de particuliers, donc on les appelle et on prélève les animaux à la demande. D'accord ? Là, vous voyez un de mes confrères qui prélève un chien pour une transfusion sanguine, un chien qui était tranquillisé, puisque probablement qu'il était trop agité et qu'il ne s'est pas laissé faire. Alors, c'est sûr que le chien ne donne pas son consentement pour le don de sang. Donc, j'ai vu que ça pouvait choquer certaines personnes, j'ai lu dans les forums. Le problème, c'est qu'on n'a pas de solution. En Espagne, je crois que c'était en Espagne, je ne vais pas dire de bêtises, il y avait effectivement une grande société qui avait commercialisé, j'avais vu passer ça dans mes courriels, il y avait une société qui proposait du sang, 24 heures, qui livrait du sang, donc il y avait un élevage de chiens que pour ça. Bon. Et a priori, ce centre a été fermé, puisque il y a énormément de doutes sur la façon dont les animaux, donc les chiens, ont été traités dans ce centre. Il y a dans les nouveaux traitements à venir, il faut savoir que, au même titre que la transfusion sanguine, par exemple, il y a un domaine qu'on ne développe pas beaucoup, c'est la transplantation. Donc ça, pour l'instant, en France, ça ne se fait pas. Il faut savoir, par exemple, qu'aux États-Unis, ils font des greffes de reins, de chats principalement, et que là aussi, beaucoup de problèmes d'éthique se posent, qu'il faut des donneurs. Voilà. Donc je crois que, sauf erreur de ma part, les gens qui veulent faire une transplantation rénale à leur chat doivent adopter un chat et qui sera donc donneur et ensuite le garder. Je vous laisse. Voilà. L'aspect financier, d'accord, tout ce que vous voyez là, ça coûte très cher. D'accord. Donc je parlais d'un IRM tout à l'heure. Je peux vous donner un ordre d'idée de l'IRM que vous avez vu sur l'écran. Ce genre d'appareil coûte entre 300 et 350 000 euros. C'est absolument pas rentable.
C'est-à-dire cet appareil, on sait qu'on ne le rentabilisera jamais. D'accord? Donc, le problème du monde vétérinaire étant effectivement l'aspect financier. Un scanner peut être rentable, un IRM ne peut pas être rentable. Les IRM de Auchan, comme vous pouvez trouver en région parisienne, ça frôle le million d'euros. D'accord? Donc même en faisant des examens à 5 ou 600 euros, ça ne sera pas rentable, c'est pas possible, puisque vous avez une maintenance qui est vraiment trop importante, sans parler de toutes les contingences techniques que cela impose. Donc il est sûr que tout le monde n'a pas accès à ces soins. D'accord? Donc il faut que les propriétaires puissent assumer. Quand on vient chez nous, par exemple, à Lorraine-Vet, dans l'est de la France, eh bien, on sait que les factures sont relativement importantes et les gens qui n'ont pas les moyens financiers d'assumer ce genre d'examen, effectivement, leurs animaux en pâtissent. Et nous, de notre côté, il nous est difficile de faire des efforts plus que ce qu'on... On a toujours une marge de négociation, mais qui reste très limitée, puisque nous sommes avant tout une société qui emploie des personnes, qui fait fonctionner un gros centre, donc là ça coûte de l'argent, et voilà, c'est toujours un énorme débat, je vais terminer là-dessus d'ailleurs, avec les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, moi je les utilise beaucoup, parce que je trouve ça très pratique, en particulier les forums, parce que dès que vous essayez d'expliquer à un propriétaire que son animal a une pathologie grave, qu'il faut qu'il le soigne, qu'il a un cancer, que s'il veut faire quelque chose, s'il veut le sauver, il faut qu'il fasse de la chimio. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents tout de suite. Donc souvent, ce que je leur invite à faire, c'est d'aller sur les forums, d'aller lire, et en général, une fois qu'ils ne font pas forcément confiance, mais une fois qu'ils ont lu sur Internet plein d'informations, ils reviennent me voir, et je veux dire, quand j'utilise cette façon de faire, j'ai pratiquement 80-90% de retour. Positif, ils viennent parce que finalement, après, ils sont motivés. Le problème des réseaux sociaux dans notre profession, c'est que malheureusement, de plus en plus de propriétaires s'en servent comme une arme. Il faut faire avec notre temps, on fait avec ça. Alors je m'explique. C'est-à-dire que les principales causes de conflit qu'on peut avoir avec les gens, c'est soit parce qu'on n'a pas réussi à soigner l'animal, bon, ça arrive, si les gens n'ont pas compris, si les gens nous en veulent, c'est souvent qu'on a fait une erreur de communication. Là, j'ai tendance à dire que c'est plus de notre faute. Mais principalement, l'autre cause de conflit, c'est l'argent, comme toujours, c'est-à-dire que c'est le coût que ça coûte. Et on parle de maltraitance, alors je vais finir là-dessus, au risque de choquer un peu. Je pense qu'il y a aussi une forme de maltraitance, c'est de prendre des animaux qu'on ne peut pas assumer. Un animal, c'est un être vivant, c'est donc un animal qui peut tomber malade, qui peut avoir un accident, et qu'il faut soigner. Donc je considère que si on prend un animal et qu'on ne peut pas le soigner, c'est une forme de maltraitance. Je sais que là-dessus, on n'est pas tous d'accord. Malheureusement, je vois des gens qui achètent des chiens 1000 euros, 1500 euros, des chiots de race, parce qu'ils ont toujours rêvé d'en avoir un. Bon, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une Ferrari, j'en ai pas. Et puis ce beau petit chiot qui est très beau, il a fait l'imbécile, il est tombé du canapé, il s'est cassé la patte. Ils viennent nous voir en disant voilà docteur, mon chien n'a pas de cassé. D'accord, pas de souci, ça vous coûte de temps. Ah oui, docteur, on ne peut pas payer. Je pense qu'il faut vraiment se poser des questions à ce sujet-là, par rapport à nos animaux. Je sais pas, d'un côté, on est prêt à payer 1500 euros pour acheter un animal, de l'autre côté, on n'est pas prêt à assumer le jour où il se casse la patte. Voilà. Il n'y a pas la sécurité sociale pour les animaux, ça coûte cher, d'accord. Avoir accès aux soins tels que je vous les présente aujourd'hui, effectivement, ça coûte très cher. Après, je ne dis pas qu'un vétérinaire qui n'a pas accès à ça ne peut pas bien soigner votre animal. C'est sûr qu'il y a une petite perte de chance pour l'animal pour certaines pathologies. D'accord. L'autre arme qu'on a aussi, j'ai été confronté à ça il y a très peu de temps, c'est que, docteur, si vous ne voulez pas nous guérir notre animal, moi j'ai pas d'argent, mais si vous ne voulez pas soigner, vous pourrissez sur Internet. Voilà. Donc on a été victime de ça récemment, mais j'ai été le premier, parce que c'était moi qui ai pris la décision en tant qu'associé dans l'association, dans la société de ne pas céder, parce qu'on m'a menacé dès le départ, d'accord. Voilà, on fait avec. On a été un peu pourri, puis ça s'est passé. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que c'est une profession qui est en mutuelle mutation, avec vraiment, je pense,
une médecine vétérinaire qui actuellement essaie d'offrir à nos animaux vraiment les moyens techniques et thérapeutiques qui se rapprochent de plus en plus de l'humaine. C'est une volonté de la profession, je pense, ça c'est ma conviction, mais c'est aussi une demande des propriétaires. Voilà. Donc je pense quand même que nos carnivores domestiques sont pas bien, hein. Ils ont quand même beaucoup de chance. Ensuite, bon, l'animal, hein, je n'ai pas trop développé ça, c'est un membre de la famille, et les gens veulent effectivement donner les mêmes chances face à la maladie à leur animal qu'ils pourraient le faire pour un membre de la famille. Voilà. Et donc finalement, quand j'ai fait la présentation, vous voyez que la médecine humaine, la médecine vétérinaire, c'est les mêmes problématiques concernant l'éthique principalement. D'accord ? On a les mêmes problèmes en humaine. En humaine, ils ont des problèmes de moyens financiers. Nous, on les a aussi, d'accord, hein, même si on est une société qui est là pour aussi gagner de l'argent, donc on peut augmenter nos tarifs de façon importante. On a aussi les mêmes problématiques relationnelles avec les propriétaires. Puis on a les mêmes problématiques strictement scientifiques lorsqu'on se prend la tête avec des cas compliqués ou lorsqu'on a des échecs thérapeutiques. Il faut savoir que lorsqu'on perd un patient, pour nous c'est toujours un échec, même si quelquefois malheureusement on ne peut pas lutter contre l'évolution de la nature. Voilà, j'espère avoir répondu à peu près au sujet qui m'avait été proposé. Alors, je vais, d'ailleurs, je devrais préciser par rapport à ce que vous disiez, au niveau des propriétaires, effectivement, qui n'ont pas les moyens, voilà. Effectivement, c'est déjà un acte, moi aussi, que je trouve pas normal d'adopter sans avoir les moyens. Alors, bien sûr, dans la vie, tout peut changer, hein, tout peut basculer, mais il existe quand même, heureusement, grâce à des associations, de l'aide pour les animaux, SPA, hein, tout ce qui est fondation donc pour animaux, qui aident quand même les personnes qui n'ont pas les moyens à soigner un minimum, hein, bien sûr, l'animal, parce que bien sûr, hein, ils ne vont pas offrir un IRM ou un scanner, hein, on est plus d'accord. Mais par contre, la SPA nous prend en charge beaucoup d'animaux. Ou la Fondation Assistance aux Animaux, même scanner, IRM. Enfin, moi, j'ai fait un IRM récemment sur un chien de la SPA, il n'y a pas de souci. Effectivement, je tenais à souligner que les associations sont là aussi pour aider les vétérinaires, les patients, enfin, et surtout les propriétaires. Donc maintenant, je vais appeler Astrid Guillaume à nous rejoindre afin de continuer le débat. Merci. Et donc, oui, alors pardon, excusez-moi, Astrid Guillaume et Jacqueline Pecker, bien sûr, que vous avez... Installez-vous, pardon. Donc, je ne sais pas si je dois représenter, si tout le monde était là ce matin, mais en tous les cas, je vais refaire un petit tour sur le parcours de Astrid Guillaume, déjà. Donc, madame est excusez-moi d'écorcher, sémioticienne à la Sorbonne Université. Donc, Astrid travaille sur les transferts du sens verbal et non verbal. Elle s'intéresse aux cultures humaines et non humaines, à leur interaction. Elle est aussi coprésidente fondatrice de la Société française de zooniotique, excusez-moi, qui réunit des chercheurs autour des différentes formes de langage des animaux. Donc, je vais aussi présenter en même temps Jacqueline Pecker. À moins que je vais peut-être d'abord laisser parler Madame Astrid Guillaume, et ensuite je ferai le pas avec Jacqueline Pecker. Alors, en fait, nous précisons une petite chose. Nous lisons ça.